Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse aujourd'hui de partager quelques instants avec une personne, un homme, que j'avais envie de vous présenter parce que j'ai beaucoup aimé son état d'esprit. Je l'ai découvert avec un nouveau jeu d'oracle, le Nouvel Éteia, dont il va nous parler, et je voulais tout d'abord en connaître un petit peu plus sur le créateur. Si vous souhaitez connaître juste le jeu, vous aurez une autre vidéo dans laquelle Gabriane vous présentera avec moi ce jeu. Mais je vous laisse découvrir tout de suite ce personnage. Bonjour Gabriane. Bonjour Olivia. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, heureuse de vous avoir ici avec nous. C'est très gentil. Alors, parfois il m'arrive de lire des livres, de vouloir connaître les auteurs, ou les oracles, comme c'est ce cas-ci. Et il est vrai que votre Nouvel Éteia m'a assez bluffée. Je ne suis pas forcément très Lenormand, très Béline, mais j'ai été très très surprise, et c'est ce qui a motivé le fait que je vous contacte pour en connaître un petit peu plus sur le jeu, mais surtout sur vous. D'accord. Alors tout d'abord, votre nom et votre prénom, qui sont très très originaux. Alors quelles en sont les origines ou les significations, si vous pouvez nous dévoiler ça? Bien sûr. Alors, pour ce qui est de Gabriel, mon vrai prénom, c'est Yann. Et j'ai toujours été très proche de l'archange Gabriel. Et plus jeune, je me faisais appeler Yann Gabriel, jusqu'à ce que la fusion des deux me paraisse une évidence. Et comme ça est apparu Gabriel. Ah ben c'est très très joli. Et pour ce qui est de Myrdine, c'est un nom ancien qui évoque Merlin, qui est un guide dont je suis assez proche spirituellement parlant. Ouais. D'accord. Ah, c'est très beau, très très joli. Parce qu'effectivement, je m'étais posé la question dès le départ, à savoir quelle est l'origine de ce nom, de ce prénom. Oui. Très très joli. Gabriane, c'est magnifique. Merci. Avec ça, vous êtes bien éclairé et bien porté. Oui, bien accompagné, ça c'est sûr. Alors racontez-moi un petit peu votre vie. Alors qui êtes-vous d'abord? Parce que vous avez fait un oracle, oui. Les personnes qui nous écoutent ont une sorte de synthèse, la nouvelle du jour. Mais qui êtes-vous? Qui je suis? Quelle C'est question? vaste, c'est très très vaste. Pour résumer, on va dire que je me considère comme médium et énergéticien. Je travaille beaucoup aussi avec différentes formes de magie. Il y a énormément de choses en fait, beaucoup de cordes à mon arc. J'ai eu la chance de commencer assez tôt, ce qui m'a permis d'explorer beaucoup de domaines différents et d'essayer de les combiner ensuite dans mes pratiques, dans mes croyances, dans mon quotidien tout simplement. Oui, parce que vous êtes tout jeune. Alors vous dites que vous avez commencé très tôt. C'est-à-dire, de quelle façon? J'ai 36 ans et j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Honnêtement, j'ai toujours été un petit peu intéressé par l'ésotérisme et par la magie de manière générale. Mais ma grand-mère maternelle tirait les cartes classiques avec un jeu où tout était déjà annoté dessus, un jeu qui s'appelle La Voyante, un jeu très accessible. Et à 10 ans, j'ai acheté le même jeu de cartes pour faire comme ma grand-mère, tout simplement. Et à 11 ans, j'ai acheté mon premier tarot de Marseille, qui a été le vrai pas, on va dire, que j'ai fait dans le domaine de l'ésotérisme. Et ça m'a permis de découvrir les rayons ésotériques, justement, des librairies, ce genre de choses, et de rebondir de sujet en sujet par curiosité avant tout. Et voilà. Et vos parents, votre famille proche, ou à part votre grand-mère, étaient assez ouvertes déjà, baignées un petit peu dans ce milieu, ou vous étiez un petit peu le mouton noir? Non, le petit canard noir. Voilà, c'était plutôt ça. Enfin, on va dire que ma famille était assez curieuse de ce genre de sujet, mais avec une approche très rationnelle. Et surtout la peur que je tourne mal, la peur que je tombe dans des sectes quand j'étais plus jeune, etc. Surtout à l'époque, c'était encore autre chose, mais surtout que le domaine ésotérique dans les années 90, on n'était pas du tout avec cette mode qu'on a aujourd'hui, cette espèce d'engouement. Donc ça, c'était très mal vu, c'était assez caché. Il y avait très peu de références. Donc l'approche était différente. C'est vrai que ma famille n'avait pas encore toutes ces connaissances comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et ça a été beaucoup d'inquiétude pour eux, plus qu'autre chose, plus de peur, on va dire, que de jugement finalement. Alors vous parlez de tarot de Marseille. Est-ce que c'est cela qui a développé votre intuition, ou vous aviez déjà des signes avant? On va dire que le tarot m'a plutôt aidé à canaliser quelque chose qui était déjà présent. J'aime bien résumer mes souvenirs d'enfance
comme le film Sixième Sens pour ceux qui l'ont vu. Oui. Voilà, j'avais tout petit déjà une capacité de voir, de percevoir, d'entendre, de ressentir l'invisible, ce qui n'était pas toujours évident, surtout enfant. Et vous n'en parliez à Et personne? Vous ne pouviez pas, même votre grand-mère peut-être? Même pas? plus ou moins, mais enfin, c'était quelque chose qui était assez compliqué à expliquer déjà pour moi. On pensait beaucoup qu'il s'agissait plus, on va dire, d'amis imaginaires ou voilà, l'imagination d'un enfant, mais c'était bien plus que ça. Et finalement, beaucoup de choses l'ont prouvé. Mais oui, ça a été plutôt ça. Le tarot m'a plutôt permis, on va dire, de maîtriser un peu plus ces choses-là qui se passaient malgré moi et qui étaient assez dérangeantes, on va dire. Oui, Mais j'imagine. oui, bon, vivre dans un film d'horreur du matin au Vous soir et du soir au rapportez. matin, oui, c'est pas évident. Oui, Vous puis n'aviez pas Bruce Willis avec vous pour c'est ça. quoique à la fin, bon. Oui, à la fin, effectivement. Mm. Mais non, c'est vrai que ça n'a pas été facile, surtout qu'on n'a pas forcément les filtres quand on est enfant, hein, les filtres Mm. sociaux. On dit les choses telles qu'on les perçoit. Et ça m'est arrivé de faire des bourdes, hein, on va dire, quand j'étais enfant, de dire les choses telles que je les entendais ou que je les voyais, et de faire pleurer forcément des gens qui étaient concernés par le message. Et non, c'était assez particulier. Donc non, il y avait bien quelque chose avant. Le tarot m'a effectivement plus aidé à canaliser tout ça. Oui. Alors tout à l'heure, vous parliez de plusieurs cordes à votre arc. Mhm. Je sais qu'il y en a plusieurs. Donc vous avez dû probablement, comme beaucoup, toucher un petit peu à tout pour chercher votre voie, chercher les réponses à vos questions. Oui, complètement. J'ai toujours eu une soif de connaissances, encore aujourd'hui intarissable. Hein. J'avais besoin de comprendre, d'expérimenter, d'explorer. Et c'est vrai que dès que j'étais en âge de lire, j'ai commencé à étudier tout ce que j'ai pu. Internet n'existait pas à l'époque. Hein. On n'avait pas toutes ces vidéos et ces choses qu'on a maintenant. Et je passais beaucoup de temps chez les bouquinistes à trouver des livres assez particulier, on va dire. Donc j'ai beaucoup étudié toute forme de sciences occultes et divinatoires, que ce soit l'astrologie, la numérologie, les runes, et puis ouais, différentes formes de mythologie, le paganisme, la haute magie kabbalistique, beaucoup de choses en fait qui se sont présentées à moi et qui ont été des phases, des périodes durant lesquelles j'ai appris sur tel domaine ou tel autre, et toujours d'un point de vue assez, pas forcément détaché, mais je dirais quelque chose d'assez... j'aimais bien le côté factuel. J'avais besoin de sources, de documentation, mais plus dans le but de comprendre. Toujours d'où venait l'idée quelles étaient les origines des croyances, etc. Ça a toujours été plus mon approche, en tout cas. Oui, ne pas prendre tout par acquis, ne pas gober tout comme ça de Non, façon... pas. C'est ça aussi que j'aime bien en vous. J'expliquerai ça tout à l'heure, je fais durer le suspense. Alors, et après, donc après avoir un peu touché à tout, vu, senti, fait votre choix, votre tri, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Parce que vous avez consulté en tant que médium. Bon, là, les personnes, ce n'est pas la peine qu'elles se précipitent sur le téléphone parce que pour le moment, Gabriane ne consulte plus depuis 1 an. Mais avant. Forcément, oui. Déjà, le fait de tirer les cartes, parce que ça reste quand même mon support de prédilection, particulièrement les jeux de cartes classiques et les tarots classiques. Je le faisais pour l'entourage, et puis il y a eu des demandes grandissantes, et j'ai fini par créer mon auto-entreprise pour garder un pied dans une activité standard, on va dire, et à côté développer progressivement une patientèle, on va dire, de consultants, et au fur et à mesure, oui, les choses se sont équilibrées jusqu'à ce que finalement les consultations deviennent mon activité principale. Et c'est là où j'ai aussi non seulement fait des consultations, mais transmis pas mal de choses au travers pas mal d'articles, de vidéos. Enfin, moi, je suis beaucoup dans le partage avant tout, et certaines formations aussi à une époque que je pouvais donner, et j'adore écrire. Et j'ai fini par regrouper tout ça dans différents livres, effectivement. Et aujourd'hui, le côté livre est plus important pour moi, la transmission est plus importante, ce côté partage. Et j'ai besoin de prioriser le peu de temps libre que j'ai. C'est pour ça que j'ai décidé, avec le temps, d'arrêter les consultations pour me consacrer plus au travail de recherche et d'écriture. C'est très difficile de devoir séparer cette vidéo de la prochaine, dans laquelle on va parler de Nouvelle Etelia. Parce que ce que j'ai beaucoup apprécié en vous, ce sont vos vidéos. Tout d'abord, elles sont très claires, elles sont d'excellente qualité. En fait, c'est un livre ouvert, une explication, une formation que j'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à aller voir, mais après. Donc, oui, parce que votre savoir, vos connaissances, on le ressent, sont innombrables,
sont très, très vastes et vous avez effectivement cette envie de partager. Mmh. Énormément. Disons que ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi il m'a fallu pourquoi ça a été aussi laborieux de trouver, les sources, pourquoi c'est pas plus accessible? Dès gamin, en fait, ma 1re question était: «Mais qui a déterminé le sens des cartes, leur signification? Pourquoi on n'a pas accès aux mots-clés d'origine?» Et ça a toujours été ce cheminement qui m'a fait rebondir d'auteur en auteur jusqu'au XVIIIe siècle et mais j'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas ces sources accessibles et j'ai fait ce boulot-là, donc j'essaye de le rendre accessible parce que j'ai envie un peu de simplifier, la démarche des personnes qui pourraient avoir les mêmes envies, le besoin de comprendre un petit peu d'où tout ça vient, au-delà des interprétations de chacun ou des déformations par bouche à oreille, d'être capable de retourner à une sorte de source, mais accessible, sans forcément devoir, comme moi je l'ai fait, ingérer des bibliothèques entières, voilà, et le partage pour moi est une évidence. C'est pas quelque chose que j'ai envie de garder pour moi et je sais que c'est ce que j'offre en quelque sorte, ce que je propose est une approche qui me reste personnelle malgré tout. Donc chacun après prend ce qu'il a envie, laisse ce qu'il n'a pas envie et compose en fonction de son feeling aussi les choses. Et c'est vraiment là tout l'intérêt pour moi dans ce partage. Et c'est de nos jours, c'est rare, et dans ce milieu, c'est encore plus rare. Donc c'est pourquoi je voulais vraiment que vous soyez mis à l'honneur, en lumière ou découvert par certains. C'est très gentil. Alors tout à l'heure, vous parliez d'avoir dévoré des livres. Vous avez certainement aussi suivi des formations? La seule chose dans laquelle on a pu m'accompagner, c'était quand j'étais adolescent. J'ai eu une sorte de maître, on va dire, qui m'a accompagné au travers de la haute magie cabalistique. Donc, qui a été un enseignement sur plusieurs années, qui a été au-delà d'une simple formation. C'était vraiment tout un cursus au jour le jour et au cas par cas. C'était très intéressant. Et ça m'a permis de me familiariser plus simplement avec une partie très complexe de l'ésotérisme, dans lequel on retrouve énormément de références qui correspondent à beaucoup de choses, par exemple dans les cartes, mais pas que. Voilà, c'est à peu près la seule chose sur laquelle j'ai été accompagné, sinon tout le reste, ça a été en autodidacte par mes recherches. En parallèle, là je suis peut-être indiscrète, que faites-vous Alors, aujourd'hui? aujourd'hui, j'ai fait une pause pour le lancement du coffret pour pouvoir prendre le temps de réaliser les vidéos, de prendre le temps de répondre aux personnes qui m'écrivent, etc. Comment vivez-vous ce lien entre les deux mondes, le monde visible et l'invisible? Comment se passe votre quotidien? Alors, je suis quelqu'un qui a une approche assez terre à terre des choses. J'aime le côté rationnel, même si je perçois, même s'il y a effectivement cette médiumnité, on va dire, qui reste présente. Je conjugue un peu tout ça dans mon quotidien. Pour moi, les plans sont superposés, mais avec quand même l'importance de garder les pieds sur terre. Cette idée d'avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre toujours. D'où ce côté recherche et rationnel et compréhension qui est peut-être un peu trop mental d'un certain côté, mais qui me permet de pas trop partir, on va dire, dans certains plans ou de manquer un peu d'ancrage dans mon quotidien. Donc, mais en même temps, excusez-moi, je vous interromps, mais en même temps, ça n'empêche pas non plus ça ne ferme pas le canal. Ça, c'est bien aussi. Non, absolument pas. C'est vrai que c'est très spontané pour moi. C'est des choses qui se passent dans mon quotidien. Des messages peuvent passer, même en dehors d'une consultation. Moi-même, quand je fais des choses, je travaille sur mon ordinateur et d'un coup, j'ai un message qui vient. Hop, j'ouvre un fichier Word, je commence à taper une canalisation qui me vient. Enfin, mais après, je reprends le cours normal de ma vie et voilà, c'est cette importance pour moi de pas non plus parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le thérapeutique autour de moi ou qui ne serait-ce qu'ont cette curiosité ou cette ouverture à ces nouvelles et il y a cet enthousiasme des débuts, on va dire, qui fait qu'on a tendance à partir un peu trop loin, à manquer un peu du côté terre à terre qui pour moi reste quand même très important pour garder les pieds sur terre. Hein. On est incarné, il faut pas oublier non plus ce genre de choses. Et parler uniquement par canalisation ou en référence à des plans ceci, des plans cela, on peut, mais non seulement on se marginalise par rapport aux autres, mais en plus on empêche de partager vraiment le message qu'on pourrait communiquer. Et par expérience, quand je faisais des salons par le passé, des salons bien-être, les gens aimaient bien ce côté discours rationnel, contrairement à certaines personnes qui expliquaient de manière peut-être trop mystique. Et le fait de rendre tangibles et palpables les choses, pour moi, ça reste un bon moyen de partager le message, plutôt que d'être trop perché. Donc ouais, toujours ce côté terre à terre. De toute façon, on dit bien qu'il faut être ancré. Donc l'ancrage est très important. Bien sûr, mais ça n'empêche pas d'être connecté aussi.
Même au Alors, contraire. et quand vous parlez de connexion, justement, alors j'insiste, quel est votre moyen? C'est-à-dire, vous entendez, donc vous avez dit parler de canalisation, donc oui. Vous voyez des entités, toujours, les défunts. Vous Aussi. avez vos guides, vos anges, enfin, je les appelle ainsi, mais vous pouvez les appeler autrement. Quels sont vos moyens de connexion? Ils sont très variés, forcément. Ils se présentent maintenant un peu plus d'eux-mêmes parce que pour moi, les plans invisibles, on travaille en collaboration. Au bout d'un certain temps, hein, on est ensemble. Après, toute ma démarche, particulièrement avec mon initiation à la haute magie cabalistique, a été de travailler beaucoup sur mon taux vibratoire pour changer ma propre fréquence. Et donc, pour moi, les médiums sont des postes radio, et quand on change notre fréquence, on change ce qu'on capte. Le fait de capter les défunts quand la médiumnité s'ouvre, c'est normal parce que c'est le plan le plus proche de l'être humain, forcément. Et par élévation vibratoire, c'est là où effectivement on va commencer à plus contacter les guides, les maîtres ascensionnés, etc. Et là, ça devient pour moi plus intéressant, même s'il y a toujours cette possibilité de changer la fréquence, hein, bien sûr. Et de là, après, support ou pas support, les choses se manifestent un petit peu, voilà, comme je le disais, des messages qui peuvent venir suite à une image qui va déclencher quelque chose, ou une phrase que je vais entendre ou lire qui va créer cette connexion instantanée. Quand je faisais des consultations, forcément les cartes me servaient de support, mais il y avait effectivement ce que mon mental interprétait des cartes, mais tous les messages que les guides de la personne m'envoyaient en même temps. Donc c'était encore différent. La méditation, pour moi, est un très bon support de canalisation aussi. Je faisais une autre forme de consultation qui était un peu plus chamanique, où je me reliais par état méditatif profond à la personne et à son âme. Je voyageais dans son univers intérieur en lui racontant ce que je voyais, comme si je lui décrivais un film qui se déroulait devant mes yeux. Donc là encore, c'était sans support, on était sur quelque chose de plus médiumnique. Et oui, c'est vrai que la plupart des canalisations que j'ai, elles viennent au travers de messages que presque j'entends ou que je pense, enfin je sais pas comment expliquer, ça résonne un peu comme mes propres pensées tout en étant différent. Mais voilà, c'est plutôt du sans support maintenant pour moi. Waouh. Et le fait d'arrêter les consultations, est-ce que c'est un choix personnel ou un choix qui vous a été dicté quelque part ou conseillé en disant maintenant Alors, c'est une très bonne question que je ne m'étais pas posée d'ailleurs. Je pense que c'est à la fois choisi et un peu dicté. Depuis quand même quelques années, mes guides m'orientent beaucoup plus vers l'écriture et la transmission, sur l'envie de laisser ma trace en quelque sorte, de laisser quelque chose. Ce côté partage, encore une fois, qui a toujours été mon envie au travers d'articles sur mon blog, par exemple, ou sur ma chaîne YouTube au travers de vidéos. Et c'est vrai que il y a un moment où des priorités doivent s'imposer parce que les consultations prennent forcément beaucoup de temps. C'est quelque chose, oui, voilà, qui était un quotidien, mais dans lequel j'avais beaucoup plus de mal à intégrer tout mon travail de recherche, de synthèse, d'écriture, d'illustration aussi. À un moment donné, il y a eu une sorte de distance que j'ai commencé à mettre un peu avec les consultations, à en prendre un peu moins, à en faire un peu moins pour me consacrer plus à l'écriture. Et l'évidence derrière de mes guides, c'était continue comme ça en fait. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter, je m'étais dit allez, je garde quand même mes vrais habitués de temps en temps. Et je me suis rendu compte qu'il me fallait parfois plus d'un mois et demi avant de réussir à réaliser la consultation. Et là, je me suis dit non, je peux plus en fait, c'est plus possible. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu effectivement un côté un peu imposé d'un autre plan, de dire maintenant il est temps que tu passes à autre chose. T'as assez fait tes armes, voilà, ça fait 26 ans que tu tires les cartes, passe à autre chose. Et ça ne vous manque pas? Question piège. Forcément un petit peu. Après, moi, j'ai toujours plaisir à, ne serait-ce qu'à toucher mes cartes sans forcément me faire des tirages parce que je les utilise pas pour moi. Mais j'ai presque 300 jeux de cartes à la maison, donc j'adore ça. Et des fois, je suis devant la télé, j'ai une vitrine à côté qui déborde de jeux de cartes et il y en a un qui me fait un petit clin d'œil, alors je le prends et juste le plaisir de les revoir, de le toucher, d'étaler les cartes. Donc, quand je fais mes vidéos, par exemple sur YouTube, c'est un plaisir de faire des tirages parce qu'en plus je les explique comme j'aime le faire, mais battre mes cartes, les étaler, c'est vraiment quelque chose qui a fait tellement partie de mon quotidien pendant des années et des années que oui, ça reste un plaisir. Pour rebondir sur les traces que vous souhaitez laisser, vous parliez de livres. Oui, effectivement. Alors, dites-moi en plus.
Le tout premier livre que j'ai écrit, c'était, parce qu'à une époque, je faisais aussi des soins énergétiques et au bout de nombreuses années de pratique, j'ai commencé à transmettre ma méthode au travers d'initiations et j'avais un fascicule de cours qui était déjà prêt et j'ai voulu le partager plus encore, le rendre plus accessible parce que je suis pas du genre à dire je détiens le savoir absolu, mais j'ai eu un parcours très éclectique. Ma philosophie, quel que soit le domaine, dès que je suis sûr d'une chose, je vais chercher son contraire, son antithèse, Mmh. pour jamais rester figé. Et pour ce qui est des soins énergétiques, c'est hyper intéressant de faire ça parce qu'on rebondit de méthode en méthode qui semblent très différentes et qui finalement sont très complémentaires. Et Mmh. mon initiation que je proposais était justement très variée. J'abordais plein de thèmes, plein de sujets différents en référençant toujours à des livres ou d'autres choses qui pouvaient aller plus loin si les personnes le souhaitaient. Et au bout d'un certain temps, j'ai repris ce fascicule que j'ai reformulé, on va dire, pour en faire un livre. Donc j'ai sorti ce premier livre en 2019. Donc c'est cours complet de soins énergétiques, tout simplement. Si vous pouvez le rapprocher un petit peu de la caméra? Voilà, top. Merci, c'est parfait. Oui. Donc voilà, ça a été mon tout premier livre. Et lorsque je l'ai publié, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de proposer des soins énergétiques et de proposer des formations parce que pour moi, le livre en lui-même était largement suffisant. Pour les gens qui voulaient se faire des soins à eux-mêmes ou en faire à d'autres, voilà, c'était quelque chose qui permettait de tout apprendre parce qu'il y a vraiment énormément de sujets sur mon site internet. Il y a le sommaire qui est présenté où il y a 3 ou 4 pages de sommaire déjà, donc si les personnes souhaitent l'acheter, elles peuvent l'acheter encore tout à aujourd'hui. fait. Oui, celui-ci est toujours disponible. Il est uniquement présent pour l'instant en auto-édition, donc il est disponible soit sur Amazon, soit sur le site imprimeur, lulu.com. De toute façon, je mettrai en description les sites. Oui, voilà, aucun problème. Mais le plus simple, ça reste d'aller directement sur mon site internet où j'ai tous les liens en fait directement. Oui. Donc voilà, ça a été le premier livre qui plaît énormément. J'ai beaucoup de retours. Alors, il plaît et il dérange en même temps parce que j'ai un peu tendance aussi à parler du charlatanisme et du côté un peu trop mode, on va dire, qu'il peut y avoir. J'allais en venir aussi là-dessus, mais on va garder ce sujet juste après votre deuxième livre. Aucun problème. Ensuite, toujours en 2019, j'ai écrit un deuxième livre qui aujourd'hui n'est plus édité par contre. Celui-ci, donc on parle de cartomancie classique, Petit Lenormand et Oracle Keeper. Oui. C'est un livre qui m'a demandé beaucoup d'années de travail puisque je remonte un peu aux origines de la cartomancie dans ce jeu-là et je compare les significations de la cartomancie classique, donc les cœurs, les piques, les trèfles, etc., avec les images utilisées dans le Petit Lenormand et l'Oracle Keeper, mais de manière différente de celles que l'on connaît aujourd'hui parce qu'il y a des erreurs entre guillemets qui sont établies dedans puisque Mademoiselle Lenormand n'a jamais ni utilisé ni créé aucun des jeux de cartes qui portent son nom, ce que peu de personnes le savent. Oui. Et en plus, ces jeux sont très différents dans les attributions à la cartomancie classique qu'elle utilisait vraiment. Donc ce livre-là, je l'avais un peu publié pour essayer de proposer une réattribution plus correcte de tout ça. Encore un livre qui a beaucoup dérangé, moi j'aime bien. J'aime bien mettre les coups de pied dans les fourmilières en général. Mais voilà, je l'ai retiré de la vente simplement parce que mon troisième livre, qui est donc sorti sous forme de coffret, reprend beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Donc là, on parle du Nouvel Éteia, qui est donc le coffret sorti en septembre dernier aux éditions Trajectoire, celui qu'on va magnifique. Présenter. Merci. Celui qu'on présentera donc plus tard. Mais dans une autre vidéo, oui. Voilà, dans ce coffret-là, dans le livre qui l'accompagne, j'ai repris justement tout ce que ce livre-là contenait au niveau de la partie histoire sur la cartomancie, sans la partie Petit Lenormand ni Oracle Keeper, mais ça, ce sera peut-être pour un autre projet, on verra plus tard. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai retiré ce livre de la vente. Le deuxième. Puisque dans le Nouvel Éteia, on a déjà énormément de choses qui viennent de tout ça et qui sont rendues plus accessibles avec le côté jeu de cartes, voilà, qui va avec. Alors tout à l'heure, en parlant de sujets qui dérangent, justement, j'allais dire aujourd'hui, de nos jours, on n'est plus du tout d'il y a 20 ans, donc beaucoup de choses apparaissent, surgissent. Beaucoup de cartomancie, beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes qui racontent beaucoup de choses. Oui. Donc, que pouvez-vous me dire là-dessus? Parce que ce que j'apprécie justement de votre côté, c'est pas forcément le fait de déranger, ce sont vos valeurs.
C'est le fait de vouloir partager, de ne pas être le gourou, de ne pas Mmh. retenir les rênes comme beaucoup, le peu de savoir Mmh. que j'ai ou que j'invente ou que je crois faire connaître. Voilà, je ne le dispatche surtout pas pour garder mon groupe, mes fidèles. Mmh. Et vous, en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est je donne. Je donne ce que je pense savoir, je Mmh. transmets mes connaissances. Et ça, je trouve formidable. Bah, merci. Après, là encore, c'est sûrement lié à mon parcours personnel, mais pour moi, l'humilité, quand même, c'est l'une des plus grandes clés de l'évolution spirituelle. L'ego, forcément, est un problème particulier, hein. C'est pas un ennemi non plus. Il faut apprendre à l'apprécier et à travailler avec, mais différemment. Et le partage, simplement parce que j'aurais aimé qu'on m'accompagne de cette manière-là. Et comme je le disais, c'est vrai que voilà, il y a 25 ans, c'était pas du tout la même chose. Et quand on a cheminé seul, quand on s'est fait seul, comme ça a été mon cas, c'est vrai que se dire, bah, s'il y avait eu quelques personnes comme ça qui avaient été capables de partager, et il y en a eu, heureusement, dans ma vie, il y a certaines personnes, bien sûr, qui ont été capables de m'apporter à certains moments clés des petits coups de pouce. Mais pour moi, c'est ça l'intérêt de partager et pas justement de côté gourou, de business. J'ai jamais vu l'intérêt de ça. Et quand on rentre dans le domaine du spirituel, c'est vrai que ça va un peu à contresens de chercher à. Alors, je dis pas que ça ne mérite pas d'être payé en conséquence, etc., hein. Moi-même, quand j'en ai fait mon métier, forcément, mes consultations étaient payantes aussi. Donc, le côté rémunéré, pour moi, est tout à fait cohérent. Mais j'ai découvert la spiritualité à une époque où je disais il n'y avait pas Internet. Et pour nous, à l'époque, c'était un cheminement personnel, intérieur. On cherchait pas à faire le buzz, on cherchait pas à avoir des abonnés, des likes et des machins. Je trouve que tout ça, alors c'est très intéressant, Internet, c'est un support extraordinaire pour les recherches. Mais il faut faire attention de ce qu'on en fait parce que je trouve qu'il y a certaines déviances pour certaines personnes par rapport à tout ça, où on sort complètement du contexte du partage, de la spiritualité, pour rentrer dans un côté m'as-tu vu et business. Ouais, voilà. Après, je juge vraiment pas. Pour moi, il y en a pour tout le monde. Et si certaines personnes font ce genre de choses et que ça fonctionne, c'est qu'il y a aussi en face des personnes qui ont besoin de ça. Tout à fait. Ça fait partie du chemin. Simplement, c'est pas ma façon de fonctionner. J'apprécie beaucoup. Que pense votre famille aujourd'hui de vous? Donc vous disiez que vos parents, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, voilà, au départ c'était un petit peu l'inconnu, le côté intime, je ne disais pas. Bon, maintenant vous n'avez plus le choix, c'est public. Donc que pense-t-il de Gabriane? Ça a beaucoup évolué forcément. C'est toujours le côté mouton noir que j'aime bien, parce que finalement on est là aussi pour déranger encore une fois et travailler sur les familles involontairement, et des personnes très terre à terre et très fermées qui m'entouraient par la reconnaissance, on va dire. Se sont élevés un peu, ont ouvert leur vanne. Ils ont compris, au travers de mon approche, encore une fois très rationnelle, qu'il y avait quand même des choses derrière. Et au fur et à mesure d'expérience, la sortie de mon premier livre sur les soins énergétiques a pas mal aidé aussi à crédibiliser un petit peu mon approche. Je pense particulièrement à ma mère qui est quelqu'un de très cartésien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Lorsqu'elle a eu mon livre sur les soins énergétiques entre les mains, elle a survolé, elle est tombée sur le chapitre sur les auras et pour voir les auras. Et elle m'a appelé en panique en me disant « Oh, mais j'ai regardé mon bras, comme tu dis, et puis bah, j'ai vu une couleur, j'ai vu du bleu, et puis elle me rappelait le lendemain, oh, mais j'ai vu du rouge aujourd'hui. » C'était extraordinaire. J'ai dit bah, voilà, tu as pu l'expérimenter, il y a bien quelque chose. Et c'est quelque chose dont on rit encore beaucoup maintenant. Et des fois, à la maison, chez mes parents, il y a des cyprès qui sont posés. Et un jour, on était dehors et on avait les yeux dans le vague, et elle me dit « Mais les arbres aussi, ils ont une aura, parce que je vois un trait de lumière qui part en haut des cyprès. » Et je me suis dit voilà, elle qui n'y croyait pas forcément en grand-chose, elle s'est complètement ouverte. Mon père aussi, toute la famille a un petit peu découvert à sa manière, on va dire, des choses qui lui parlent, en l'essence qui lui parlent moins. Voilà. Oui, c'est beau. Ça a changé à ce niveau-là. Ouais. Et la grand-mère dont vous parliez tout à l'heure était de la lignée maternelle ou paternelle? Maternelle. C'est ma grand-mère maternelle. Ouais. Et on partage toujours aujourd'hui énormément avec ma grand-mère. Et ce qui est très amusant, c'est ce retour où en fait c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier. Oui, qui était la source.
Voilà, et même si elle le faisait en amateur, hein, parce que c'était pas du tout une professionnelle, c'était pas la grand-mère cartomancienne comme on peut l'imaginer. Elle le faisait pour le plaisir et pour les amis. Et aujourd'hui, c'est moi qui lui apprends. Ah, c'est Donc super. c'est vraiment génial cet échange. Mm. Quels sont vos projets aujourd'hui? Continuer d'écrire. Oui. Beaucoup de choses en cours. J'ai beaucoup de projets pour l'année prochaine déjà qui commencent à se mettre en place et les années à suivre. Oui, je peux pas encore trop parler de tout, mais forcément, on sera sur des livres, sur les jeux de cartes principalement, parce que ça reste un peu mon Votre domaine de passion? prédilection. Ouais, voilà. Bah, je pourrais parler de beaucoup d'autres sujets, mais d'autres personnes le font mieux que moi. Donc, j'ai pas forcément non plus la prétention d'apporter certains éléments plus que ce qu'il y a déjà, on va dire. Je pense au Mm. tarot particulièrement. Hein, les 22 arcanes majeures ont suffisamment été détaillés pour ne pas que j'ai à écrire dessus, Oui, par exemple. oui. Mais non, d'autres idées. Puis l'envie de continuer aussi à dessiner. Je reste amateur en illustration, mais On c'est en parlera tout à l'heure dans la deuxième vidéo. d'accord, ok. Oui. Et que puis-je vous souhaiter pour l'année à venir, là bientôt, nouvelle année? Hmm, je sais absolument pas. Mis à part continuer à éprouver du plaisir dans tout ça, à trouver de quoi partager encore, à réussir à surprendre les gens et à continuer à leur apporter une petite pierre à leur édifice. Voilà, Ah, mais c'est magnifique. Bah, écoutez, je vous le souhaite de tout cœur parce que là, Merci. déjà, vous avez une superbe pierre à votre édifice. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à voir la vidéo qui, normalement, devrait s'afficher par ici. Je vous remercie beaucoup, Gabriane, pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci à vous, Olivia. Et puis, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.